Bonjour et bienvenue dans cette rencontre depuis le Parlement européen de Strasbourg. Il y a un an, l'armée russe envahissait l'Ukraine, provoquant une forte réaction de solidarité et de soutien de l'Union européenne envers l'Ukraine et envers ses populations, bien sûr, touchées par la guerre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On en parle avec vous, Marc Botanga, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du groupe La Gauche, vous êtes membre également du PTB, du Parti du Travail de Belgique. Il y a quelques jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est venu au Parlement européen, c'était à Bruxelles cette fois-ci. J'allais dire, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de son intervention ? Son intervention, si on veut, était classique dans le sens qu'il est venu surtout en Europe. Donc il est passé par le Royaume-Uni, ensuite la France, la Belgique. Il est surtout venu demander des soutiens supplémentaires, notamment en termes d'armes. Donc vous savez qu'entre-temps, il y a eu la promesse de livrer des armes, notamment des chars, pardon, notamment de la part de l'Allemagne et des États-Unis. L'étape suivante, apparemment, serait maintenant des avions de chasse dont l'OTAN discute. Donc voilà, c'était l'enjeu, disons, principal de sa visite, que ce soit à Paris, que ce soit dans d'autres capitales européennes. On peut revenir peut-être un petit peu au début de cette position de l'Union européenne par rapport à la guerre, donc il y a un an maintenant. Ça s'est soldé immédiatement par un certain nombre de sanctions qu'a pris l'Union européenne, soutien, on l'a dit, mais on en reparlera un petit peu du détail de ces soutiens, mais de sanctions, différents types de sanctions contre la Russie, notamment les sanctions économiques. J'allais dire, est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de faire un bilan un peu de ça? Est-ce qu'on sait ce que ça a donné et où ça mène? Les sanctions, c'est très difficile à dire. Donc, vous vous rappelez qu'au début, juste avant la guerre, l'Union européenne avait déjà des sanctions depuis 2014, mais disait aussi que la menace des sanctions allait décourager ou bloquer Poutine, disons, que Poutine allait réfléchir deux fois, n'allait peut-être pas envahir l'Ukraine, parce qu'il y avait la menace qui planait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Bon, là, clairement, les sanctions ont échoué. Ça n'a pas marché. Ensuite, on a pensé que les sanctions auraient un impact, disons, destructeur sur l'économie russe et que l'économie russe allait s'effondrer. Cela ne s'est pas passé. Après, ce serait une erreur, je pense, de dire que les sanctions n'ont pas d'impact ou n'ont pas d'effet. Je pense que ces sanctions ont un impact, ont un effet. Sur l'économie russe, sur la capacité justement de renouveler certaines choses, d'importer certains matériels, certaines technologies. Voilà, est-ce que ça a arrêté la guerre? Est-ce que ça a empêché la guerre? Non. Je pense et je crains que l'objectif des sanctions désormais se voit plutôt sur le long terme, un affaiblissement durable de la Russie en tant que pays sur la scène internationale, beaucoup plus que de viser aujourd'hui un arrêt de la guerre et du conflit, ce qui serait quand même, comment dire, la priorité. Il y a eu des sanctions en revanche, il y a eu des conséquences en revanche de ces sanctions pour l'Union européenne, il faut le dire quand même, il faut le rappeler. Oui, il y a clairement une crise. Bon, déjà, il y a, si on veut, une spirale de sanctions contre sanctions. Donc, parce que chaque sanction qu'on prend, évidemment, est suivie de contre-sanctions. Et c'est clair que le secteur de l'énergie a été le premier frappé. Donc, il y a une partie de surprofit faite par les multinationales européennes. Et il y a évidemment une partie de spéculation, de limitation des exportations. Le Parlement européen qui vote déjà en avril 2022, qui ne veut plus du tout de gaz ni de pétrole russe, tandis qu'à ce moment-là, il y avait une énorme dépendance, notamment du gaz russe. Donc tout ça, ça a mené à une spirale effectivement de prix. Et nous le voyons aujourd'hui, actuellement, encore en Union européenne, il y a des entreprises qui ont très peur des sanctions, qui sont en difficulté financière à cause des sanctions ou qui ont du mal à obtenir certains matériaux, tout simplement. Donc, il y a des exemples un peu à travers l'Europe. Il y a d'ailleurs au dernier paquet de sanctions, ou l'avant-dernier paquet de sanctions, des exemptions qui ont été prises, justement parce que ces sanctions risquent de toucher une série d'entreprises sur le territoire européen. Mais c'est des exceptions qui sont durée limitée et qui donc risquent de disparaître dans quelques temps. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Dans sa dernière résolution, le Parlement européen a répondu positivement, on revient à la question de l'armement, à la demande faite par l'Ukraine d'avions de chasse. Est-ce que c'est juste un signal qui est envoyé à la Russie ou est-ce que
c'est une hypothèse militaire plausible. Comment vous voyez ça aujourd'hui? Comment vous en discutez entre vous, j'allais dire? C'est extrêmement compliqué. Donc on voit d'abord quand même l'évolution. Parce que je vous rappelle qu'il y a un an, le président Joe Biden disait ouvertement que livrer des armes offensives à l'Ukraine serait s'engager sur la voie de la Troisième Guerre mondiale. Bon, on voit très bien qu'aujourd'hui, ce pas a été franchi. Donc c'est un pas qu'il y a un an, Joe Biden disait non, absolument pas. Aujourd'hui, qu'il a été franchi. Et donc il faut voir là-dedans aussi l'escalade vers quoi on va. Parce que la question est, à chaque fois qu'on livre de nouvelles armes, on dit « Ah, ça va vraiment changer la donne sur le terrain ». Sur le terrain, actuellement, bon, on parle d'une grosse offensive d'une part ou d'autre part, mais en réalité, les lignes de front sont un peu gelées depuis pas mal de temps. Donc ça, pour moi, ça ouvrirait justement l'opportunité. Vous le savez qu'en diplomatie, le fait que le front soit gelé, en général, ouvre une fenêtre, une opportunité pour engager ou tenter au moins des pourparlers. Ici, avec des avions de chasse, bon, après, il y a un nombre de pays, dont la Belgique, qui ont réagi, nous, on a besoin de nos propres avions de chasse pour la défense de notre territoire. Donc, il faut voir si et comment. Ensuite, il y a une formation à faire. Ça vaut aussi pour les chars, d'ailleurs. Ce n'est pas que ces chars débarquent et qu'on peut les utiliser comme ça tout de suite. Mais surtout, la question, c'est que où est-ce qu'on va? Si les avions de chasse, après ça, qu'est-ce qu'on a? Les navires de guerre pour la mer Noire. Et après, des troupes françaises, belges, allemandes sur le territoire ukrainien. Donc, il y a une escalade. Et il n'y a pas d'ouverture ou de piste de sortie, en fait, qui est ouverte. Ce qui vient reposer la question, effectivement, de l'option militaire. C'est vrai que l'Union européenne dit toujours pour l'instant, semble dire toujours pour l'instant. C'est pour ça que les nuances sont extrêmement importantes en ce moment, un an après le début de cette guerre. Il faut gagner contre la Russie. La majorité du Parlement soutient cette position. Maintenant, ça veut dire quoi en réalité, gagner? Qu'est-ce que vous en pensez? Puisqu'on est, vous venez très bien de le dire, on est à ce moment précis entre l'option militaire, dont on voit qu'elle n'est pas si évidente que ça, entre guillemets, et puis l'option diplomatique, l'option qui serait d'entrer dans des négociations en réalité. Et quelle serait une victoire de l'Ukraine? C'est pas évident à dire. Donc évidemment, on pourrait dire c'est la libération de tout le territoire ukrainien par rapport à l'occupation russe. Donc, mais bon, il y a des discussions sur la Crimée. Donc la Crimée, je rappelle, a été occupée et annexée à la Russie, par la Russie en 2014. Qui n'est pas, donc il y a eu un référendum sur place, mais qui n'est pas reconnu par le droit international, parce qu'un référendum qui se fait sous occupation, évidemment, vous savez que sa valeur n'est pas reconnue justement par le droit international. Mais si on parle de la libération entière du territoire ukrainien, incluant ou excluant la Crimée, on peut en discuter. Moi, j'ai entendu que le patron des armées américaines, Chief of Staff, comme on dit ça, McMilley, il disait qu'il considère ça extrêmement improbable. Donc, comme d'une part, la Russie n'a clairement pas réussi à obtenir ce qu'elle voulait, donc elle a lancé cette idée dans l'idée de occuper la moitié de l'Ukraine ou provoquer un changement de régime, soit. La probabilité actuelle que la Russie obtienne ses objectifs de guerre, pour autant qu'on puisse les connaître, semble proche de zéro. Mais d'autre part, dit le Pentagone, donc pas des grands pacifistes non plus, que la libération totale de l'occupation russe par une armée ukrainienne ou par l'armée ukrainienne semble aujourd'hui extrêmement peu probable. Donc, on a cette situation-là. Et donc, dire, voilà, on veut la victoire ukrainienne, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'où veut-on aller? Ou est-ce qu'on peut obtenir, par exemple, l'arrêt de la guerre et éventuellement, comment dire, plus par les négociations? Est-ce qu'en livrant certaines garanties, en revenant à certains accords d'avant, on ne peut pas obtenir non seulement un cessez-le-feu, mais aussi une libération et un arrêt de l'occupation russe de ces territoires? On le voit d'ailleurs dans le sommet Ukraine-UE qui a eu lieu le 3 février. On a l'impression qu'il y a une certaine inflexion. On a parlé, les initiatives de l'Ukraine en faveur d'une paix juste,
vivants sont évoqués quand même, ce qui est un peu nouveau et un peu contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure de ce qu'affiche publiquement l'Union européenne. On a l'impression que cette option dont il n'était pas question jusqu'à maintenant, vraiment on n'en entendait pas parler, c'est gagner la guerre, l'Ukraine doit gagner la guerre. On a l'impression quand même que depuis le début du mois de février, cette idée de paix juste, donc si on dit paix juste, ça veut dire négociation forcément à un moment donné, option diplomatique, semble un peu être en train d'avancer. Mais je l'espère. Moi, je suis depuis le début un partisan de la diplomatie. Des négociations et j'ai entendu il y a 2 semaines une interview avec l'ancien Premier ministre israélien qui disait qu'en fait tout au début de la guerre, juste après le début de la guerre, en fait on était très proche d'un accord pour faire cesser la guerre immédiatement. C'est vrai qu'on a eu cette impression. Il y a différentes personnalités d'ailleurs qui l'ont confirmé. Depuis on a eu différentes petite tentative, si on veut. Il y a eu certainement le gouvernement Draghi italien qui était venu avec une base de négociation. Il y a eu des tentatives de part et d'autre. Aussi, aussi le contraire. Hein. Donc l'Ukraine certainement a dit « nous ne voulons pas négocier tant que nous n'ayons pas libéré tout notre territoire ». Du côté de Poutine aussi, il y a eu des signaux un peu divergents. Parfois, non, il n'y a rien à discuter, on avance. Et puis, de temps à autre, oui, non, nous sommes toujours ouverts à la négociation. Je pense que dans cette crise ici, la responsabilité de tenter une médiation et de dire comment est-ce que nous pouvons arriver à la justice, mais aussi à la paix pour que les bombes cessent de tomber. Parce que tous les jours qu'on parle, qu'on fait des grands discours, il y a des gens qui meurent, des innocents qui meurent sous les bombes. Et ça, il faut absolument l'arrêter. Et donc, je dois dire que j'étais assez positivement surpris, je suis toujours, enfin, peut-être pas surpris, mais par les discours qu'on peut entendre de dirigeants partout dans le monde. Donc on voit par exemple le président brésilien Lula qui insiste pour des pourparlers. On l'entend aussi de différents pays en dehors de l'Europe qui disent il faut négocier parce que cette guerre doit cesser. Ça, c'est les dirigeants. On pourrait attendre aussi qu'il y ait des mouvements populaires dans un certain nombre de pays pour la paix, parce que j'allais dire que c'est une configuration en général assez classique, le pacifisme qui est revendiqué par un certain nombre d'opinions dans le monde. On n'a pas trop l'impression que ça se passe à l'heure actuelle en Europe, mais est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'il y a des pays où tout de même cette revendication a une négociation pour aboutir à la paix, cette revendication, j'allais dire classiquement pacifiste, est en train d'apparaître quelque part ou de se développer quelque part? Parce que ça aussi c'est important, en dehors des discussions diplomatiques. Non, absolument, et je pense que le mouvement pour la paix a besoin d'être présent, de se mobiliser. Et il y a des initiatives quand même. Je rappelle qu'en Italie, il y a eu des grandes manifestations, il y a une grande culture pour la paix. Je trouve que le pape, d'ailleurs, en tant que gauche radicale, on n'a pas l'habitude de citer le pape, mais le pape a pris des positions très positives en faveur de la médiation, en faveur de la paix, d'un cessez-le-feu, pour arrêter justement cette guerre. Je vois qu'il y a une pétition qui a été lancée en Allemagne qui a rassemblé en quelques jours un demi-million de signatures justement pour aller dans cette voie de la diplomatie, de la négociation. Et voilà, il y a une manifestation, un rassemblement qui est prévu à Bruxelles aussi dans la semaine qui vient. Donc on a une série de dates, d'événements justement autour de cette année, ce terrible anniversaire en fait de l'invasion russe, pour pouvoir dire voilà, essayons au moins la piste diplomatique, venons avec des alternatives, et l'Europe doit jouer un rôle là-dedans. C'est la question que j'allais vous poser. Pour l'instant, l'Europe n'est pas prise au sérieux souvent. Pourquoi? Parce que les Russes, pour être très clair, préfèrent négocier directement avec les États-Unis. C'est quelque chose que nous avons déjà vu en Afghanistan, en Iran aussi. Sur le programme nucléaire, les Iraniens certainement ont dit mais ça ne sert à rien de discuter avec les Européens, parlons directement avec Washington. Sur le retrait des Américains de l'Afghanistan, les talibans ont parlé directement avec les Américains, les Européens n'étaient quasi pas au courant. Donc l'Union européenne, en fait, se pose aussi la question du rôle de l'Union européenne. Alors qu'elle est la première concernée, on pourrait dire. Elle est directement concernée. Évidemment qu'elle est directement concernée. Il y a des pays de l'Union européenne qui sont des pays frontaliers de la Russie ou frontaliers de l'Ukraine. Donc évidemment que l'Union européenne aussi économiquement, on a parlé des sanctions, mais juste l'impact de la guerre en général, évidemment qu'elle est la première concernée.
Et c'est là que le fait que l'Union européenne n'ait pas pris une grosse initiative diplomatique ou nommé un représentant spécial pour la guerre, pour essayer de jouer ce rôle, c'est vraiment terrible. Et on a vu alors ce rôle, certainement le président turc a pris ce rôle, d'autres ont essayé de se jouer ce rôle, tandis qu'effectivement l'Union européenne devrait jouer un rôle là-dedans. Vous entendez vos collègues députés européens, quels que soient les groupes, j'allais dire, le dire ça, en parler, en être conscient en tout cas? Très peu. Très peu. Je vais être honnête. Donc pour nous, la gauche aussi, quand on dépose une résolution, le point central, c'est d'avancer vers la diplomatie. De dire, il nous faut des négociations, ça doit se terminer, et ça se terminera en premier lieu par des négociations de la diplomatie. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on commençait des pourparlers, probablement que les bases seraient très semblables à celles qu'on aurait eues pour des négociations, ou qu'on a eues pour des négociations il y a un an. Et donc voilà, toutes ces victimes, tous ces morts, on doit vraiment, vraiment arrêter cette guerre. Mais je crains qu'un nombre de collègues aussi de gauche, disons plus largement, ont été embrigadés quelque part dans un discours de guerre et ne voient plus cette piste de la diplomatie, ces solutions qui sont pourtant présentées par des acteurs tellement différents. J'ai cité le président brésilien, le pape, on pourrait parler de Gutiérrez, donc le secrétaire général de l'ONU, qui voit cette perspective. Cette perspective, elle est présente dans beaucoup de pays du Sud. Et il faudrait, je pense, qu'on puisse l'écouter et l'adopter ici aussi. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ne soit pas solidaire avec la souffrance de la population ukrainienne, soyons clairs. Nous voulons justement que ces bombes s'arrêtent, justement pour sauver des vies. Et une des pistes, la piste à avancer, je pense, et qui manque terriblement, cruellement au sein de cette enceinte parlementaire, c'est la diplomatie. Merci Marc Boettinger. On continuera bien sûr sur cette question centrale à l'heure actuelle pour l'Europe et pour le monde entier avec vous et avec la gauche. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.